qui a permis la création de la fête. Car en Anjou, on pratique depuis des siècles la boule de fort au sein de sociétés de jeux. C'est un endroit très typique de notre région puisque ce jeu n'existe que dans la vallée de la Loire. On pense que ce jeu a été introduit par les Anglais au XVIIe siècle et il est tombé en désuétude. Il a été remis à l'heure du jour avec les battleurs, avec les péniches, pardon, qui remontaient la Loire jusqu'à Tours. Et la forme du jeu, d'ailleurs, épouse un peu la forme des péniches qui remontaient la Loire pour charger le sable. Donc, c'est quelque chose de très populaire dans la région, puisque dans chaque village, il y a une société de boules. Et c'est à Breil, la Société de l'Union, où nous sommes actuellement, avec le Rallye des Grands Loups, qui a organisé la fête de Breil. Ah ben, la fête de Breil, d'abord, c'est devenu une institution, puisque ce n'est pas une fête qui existe depuis 32 ans par hasard. Au départ de cette fête, c'est une idée de gosse qui avait 18 ans à l'époque, passionné, comme on est tous à 18 ans. Et le thème, puisque notre passion c'était la chasse, a été forcément la chasse. Et comme toutes les histoires d'amour et de passion, elles durent toujours depuis 32 ans. L'évolution de la fête, bien sûr, je me souviens de la première année où nous avions fait 600 ou 700 entrées, c'était absolument magnifique. Et nous sommes arrivés maintenant à un point culminant de 25 à 27 000 entrées tous les ans. Et en fait, il y a à peu près 30-35 000 personnes qui assistent à cette fête. Donc la structure a totalement changé, mais ce que nous avons cherché à développer, c'est garder surtout cet esprit bon enfant qui fait que les gens viennent à Breil par habitude, certes, mais aussi parce qu'on a su développer une convivialité, un respect de l'environnement qui fait que les gens se sentent bien et ils ont l'impression d'être un peu chez eux. Voilà. Pourquoi? J'ai mal. Il y en a qui ont demandé si tu avais besoin de lunettes. C'est pas la peine de transpirer. C'est au pied du château que débute la première présentation. Ici, ce sont les chiens courants pour gros gibier qui sont présentés aux juges et au public.
Un chien, comme un cheval, galope avec son train arrière. Les juges porteront une attention particulière sur cette partie de l'animal qui devra être parfaitement musclée et équilibrée. La première aptitude d'un chien pour être apte à courir, il doit être ce qu'on appelle équilibré dans ses constructions. Et alors, pour qu'il soit équilibré, la pointe de la fesse, la pointe de l'épaule, la ligne du dessus, et vous prenez le sol, doivent loger dans un carré. C'est tout à fait compréhensible. Il faut effectivement qu'il y ait des lignes qui soient parfaites, de façon à ce que si le chien est trop long, il va fatiguer, parce qu'il va avoir davantage à pousser à l'avant. Si le chien est trop court, il n'aura pas au contraire assez de puissance dans son train arrière pour pousser le train avant. Un troisième critère d'importance est la cage thoracique de l'animal. Le juge contrôlera successivement la largeur, la profondeur et la hauteur de poitrine du chien. Cette capacité thoracique est de première importance sur ces coureurs de fond capables d'accélération foudroyante. Et puis le dernier critère, c'est la tête. Parce que le chien chasse aussi non seulement avec ses muscles, mais il chasse aussi avec son intelligence. Il faut donc qu'il ait un crâne suffisant, lui permettant précisément d'avoir un cerveau suffisamment développé, de façon à ce qu'il puisse avoir des réactions intelligentes à la chasse. Et l'une des manières dont nous jugeons l'aptitude ou l'intelligence d'un chien, c'est que nous regardons souvent, les juges, le regard du chien, car souvent on peut percevoir dans le regard du chien une certaine intelligence. Voilà, je vous ai indiqué ainsi les critères qui sont pris grosso modo. Chasse royale par excellence, la chasse au vol a bien failli disparaître à tout jamais avec le développement des armes à feu. De nos jours, l'Association nationale des fauconniers compte plus de 300 adhérents et près de 80 équipages actifs. Devenir fauconnier est un véritable sacerdoce et il faudra un parrainage de 2 ans avant que les futurs fauconniers aient une autorisation de détention de rapaces. Tel un athlète, le rapace doit être entraîné tous les jours, ce qui suppose de la part du fauconnier une très grande disponibilité. Avant chaque sortie, l'oiseau doit être pesé et ne sera utilisé qu'à son poids de chasse, qui sera légèrement inférieur à son poids normal. On considère 2 types de chasse avec un rapace. Le haut vol, pratiqué généralement avec le faucon pèlerin, et le bas vol, pratiqué avec l'autour des palombes. Mariage subtil du chien d'arrêt et du rapace, symbiose parfaite entre le chasseur et l'animal. Quand l'attaque a réussi, l'aigle maintient sa victime au sol. Instinct oblige, d'un coup de bec puissant, il brise les cervicales de sa victime.
Dans l'allée principale du château, les rallyes présentent leur meute. Fox Terrier, Jack Russell, Teckel à poil dur. Ici, tout le monde des chiens est à l'honneur. Le basset artésien de petite vénerie est considéré comme l'un des plus intelligents parmi les chiens courants. Dès qu'il est lancé sur une piste, cet étonnant petit chien subit une véritable métamorphose. Il fonce à travers ronces et buissons et prend ainsi sa revanche sur les grands chiens, moins agiles et qui ne peuvent passer partout. J'en ai 37 au chenil. Ah oui, d'accord. Hein, et donc je chasse à court le lièvre, attire le chevreuil et le cerf. D'accord. 5 jours la semaine. Et pourquoi le basset alors? Pourquoi? Parce que ça va moins vite que l'anglo et que le poitevin. Et donc parce que c'est beaucoup plus collé à la voix. Ouais. Hein, et vraiment c'est du chien qui chasse très très bien et bien ameuté. D'accord. Bien gorgé aussi. Très très bien gorgé, surtout gorgé. Hein. Ok. Ouais, ils sont joueurs, on voit bien il est jeune encore. Vous les créancez spécialement Au départ on met au lapin. Ouais. Et bon, au lapin, là, il a commencé au lapin, il avait 3 mois. Hein. Et après je les arrête et je les mets au lièvre et chevreuil. D'accord. Musclé, élégant, grand chasseur au flair surdéveloppé, le grand anglo-français, puissant et rapide, habillé de sa robe lustrée, est le principal représentant des équipages de chasse à courre français. Dérivé du poitevin, désormais presque disparu, il constituait, au temps glorieux des rois et des seigneurs, la base des meutes dans les chasses au chevreuil et au cerf. Chien de meute par excellence, l'anglo-français ne supporte pas vivre seul. Vouloir en faire un animal de compagnie serait le rendre malheureux, d'autant que ce grand sportif ne peut se passer d'exercice. Ils viennent de toute la France. Vous avez pu voir, si vous faites un tour sur les parkings, vous allez voir, ça vient de la Creuse, ça vient du Var, ça vient de l'Ariège, ça vient donc sud-ouest, sud, tout le monde est représenté, du nord. Et nous avions hier une grosse délégation d'Anglais, de Hollandais, de Belges, d'Allemands, même depuis peu des Polonais, puisqu'il y a un petit semblant de jumelage qui se fait avec la Pologne. Plusieurs sont venus il y a une dizaine d'années. Maintenant, la délégation enfle d'année en année. D'abord parce qu'ils sont surpris de l'ampleur de cette fête. Il ne faut quand même pas oublier que le village de Breil est un petit village aux confins du Maine-et-Loire et qui a 300 habitants. Donc vous voyez un peu la proportion. Et c'est devenu, d'ailleurs, cette fête est devenue un rôle à la fois touristique et économique pour la région qu'on appelle le Baugeois. Hein. Et donc on peut dire que c'est une rencontre toujours autour de la vénerie, de la chasse à tir, de la chasse au chien courant, qui est internationale. Car Breil, c'est avant tout une conviviale représentation de la ruralité française. Ici, en plus de la tradition cynégétique, on peut retrouver les pratiques de métiers anciens appelés progressivement à disparaître de nos campagnes. Depuis combien de temps vous faites ça? Oh, depuis l'âge de 22 ans. Ouais, d'accord. Et ça vous est venu comment? Comment? Ça vous est venu comment? Comme ça, avec un voisin qui m'a montré. Et puis, j'ai demandé dans les fêtes au fur et à mesure, et puis, même arrivé là. D'accord. Mais seulement, je fais ça pour m'amuser. Et ça m'a rendu grand service. J'ai fait des petits coyons avec ça. Ok.
Qui est là, les fêtes. C'est une passion Oui, bah oui, bah, disons que je ralentis parce que l'orge elle est là. Mais j'ai été demandé dans toute la France. J'ai beaucoup voyagé. Même à l'étranger. J'ai refusé beaucoup. Combien de temps ça vous prend à peu près pour faire un panier Oh, 4 heures. 3-4 heures? Oh, vous prenez 4 heures. Hein. Vous connaissez ça environ, sûr. Et sans s'amuser. Hein. Faut pas s'amuser à caresser les genoux à la mariée. On les reprendra après. Et donc vous utilisez quoi comme bois? Osier et châtaignier. Osier et châtaignier. Et pourquoi ces deux-là? Ah ben le châtaignier, c'est du bois qui est flexible, qui tourne très bien. Là, qui pourrait être d'autres bois, du frais de n'importe, mais en principe, j'ai du châtaignier. Je vous dis, ça, j'ai pris ça de... Ça m'a rendu service. Celui qui a une feuille de châtaignier là, Et pas toujours été heureux, vous n'en faites pas. Hein. Et ça m'a rendu service. La tradition de la chasse à courre remonte à la féodalité. Déjà au XIVe siècle, l'auteur Henri de Vergy décrivit les traditions et le cérémonial complexe de cette chasse. Mais ce sont les Bourbons, et notamment Louis XIV, qui fixera les règles et les rites de la vénerie. Le roi Soleil imposera des motifs de fanfare, soulignant les différentes phases de la chasse. Cette codification particulière, encore en vigueur de nos jours, se répandra dans toute l'Europe. Where do you come from? Oh, we come from Poland. Poland? Yes. Where? Varsovie? Poznań. 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 We are students Academy of Forestry. This is a special instrument in Poland, in German, Czech. Okay. And which animals do you hunt in Poland? In Deutsch. Not much. Hirsch, Bock, Hase, Wildschwein, so, Ray, und das ist Fuchs. Okay. And you hunt? Yes, we are all hunt. Okay. C'est une fête de passionnés et c'est une fête passionnante parce que l'on voit des gens, je me suis amusé à faire un petit peu ce que vous faites avec moi tout de suite, c'est-à-dire interroger des gens comme ça parce que j'aime bien avoir un peu la température d'une fête, c'est important. Et demander aux gens, vous chassez? Non, non, pas du tout. Pourquoi vous êtes ici? Eh bien parce qu'on a un ami qui lui chasse et puis nous a dit qu'il y avait une ambiance extraordinaire, qu'il fallait voir ça une fois dans sa vie. On est venu il y a 2 ans et puis on est revenu cette année. Et nous-mêmes, on en parlera de nos amis qui ne sont pas forcément chasseurs. Mais vous savez, quand vous avez une activité quelle qu'elle soit et que vous la faites de façon tout à fait honnête, intellectuellement parlant, vous ne pouvez pas avoir de mauvaises retombées. Donc, eh bien, cette fête, elle est pareille. Elle est à l'image des personnages qui l'ont créée, c'est-à-dire qu'elle est franche, courtoise, de bonne aloi et très honnête. Et donc, forcément, on plaît aux gens. En règle générale, les gens, les premières fois, on a eu des papiers.